Au printemps 2016, des chercheurs à Prague ont fait une annonce qui a provoqué des ondes de choc dans le monde universitaire et historique. Dissimulés dans un dépôt appartenant à la Bibliothèque nationale de la République tchèque, ils avaient découvert 13 000 livres sur la sorcellerie, le surnaturel et les savoirs interdits. La collection portait des tampons et des marques la reliant à l'une des organisations les plus redoutées du Troisième Reich. Pendant 7 décennies, ces volumes étaient restés dans l'oubli, leurs origines oubliées, leur signification inconnue. Pourtant, les universitaires pensent que ce trésor ne représente qu'une fraction de quelque chose de bien plus vaste, une bibliothèque assemblée en secret par Heinrich Himmler, l'architecte de la Shoah, un homme obsédé par une fascination que peu de ses contemporains ont comprise. La question qui hante les historiens depuis est d'une simplicité trompeuse. Où est passé le reste ? Pour comprendre comment une telle bibliothèque a pu exister et pourquoi son sort demeure incertain, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a construite. Heinrich Himmler occupe une place particulièrement troublante dans la hiérarchie du Troisième Reich. En tant que Reichsführer SS, il commandait l'organisation responsable de la mise en œuvre du meurtre systématique de 6 millions de Juifs et de millions d'autres personnes jugées indésirables par le régime nazi. Son efficacité bureaucratique et son fanatisme idéologique firent de lui l'une des figures les plus puissantes de l'entourage d'Hitler. Mais sous cette façade de froide précision administrative se cachait quelque chose de plus étrange, une croyance authentique et fervente dans le surnaturel. Himmler est né à Munich en 1900, fils d'un instituteur catholique qui avait été précepteur de la famille royale bavaroise. Son éducation fut conventionnelle, voire stricte. Pourtant, dès son plus jeune âge, il manifesta un intérêt pour la mythologie et l'histoire germanique ancienne qui allait bien au-delà de la simple curiosité académique. Jeune homme, il tint des journaux méticuleux qui révèlent un esprit attiré par les interprétations mystiques du monde. Il dévorait des livres sur l'héraldique, les runes et la supposée supériorité spirituelle de la race aryenne. Là où d'autres, au sein du mouvement nazi, adoptaient l'idéologie raciale comme un outil politique, Himmler semblait y croire avec une intensité religieuse. Sa fascination pour l'occulte n'était pas unique parmi les dirigeants nazis, bien qu'elle fût exceptionnellement prononcée. Le début du XXe siècle vit un essor des mouvements occultistes à travers l'Europe, particulièrement dans les pays germanophones. Des organisations comme la Tullgesellschaft mêlaient politique nationaliste et rituels ésotériques, puisant dans un mélange enivrant de paganisme germanique, de théosophie et de théories raciales pseudo-scientifiques. Beaucoup de premiers membres du parti nazi fréquentèrent ces cercles et leur influence persista même lorsque le mouvement se transforma en une force politique de masse. Hitler lui-même aurait rejeté une grande partie de ce mysticisme comme étant des sottises, bien qu'il le tolérait lorsqu'il était politiquement utile. Himmler, en revanche, l'embrassa pleinement. Au milieu des années 1930, Himmler avait transformé la SS d'une petite unité de garde du corps en un empire paramilitaire tentaculaire doté de sa propre idéologie, de ses rituels et de ses symboles. Il l'envisageait non seulement comme une force de sécurité, mais comme un nouvel ordre de chevalerie, une confrérie de guerriers racialement purs, liés par serment et par un but mystique. Les runes en forme d'éclairs de la SS, l'insigne à tête de mort, les cérémonies élaborées à minuit, tout cela reflétait le désir de Himmler de créer quelque chose qui transcende la politique ordinaire. Il voulait forger une religion séculière avec la SS en son cœur et il croyait que la sagesse ancienne détenait les clés de cette transformation. Cette conviction le poussa à collectionner. Himmler ne se contentait pas de lire sur l'occulte, il voulait posséder son savoir, en contrôler l'accès. Tout au long des années 1930, et surtout pendant les années de guerre, il rassembla ce qui fut peut-être la plus grande collection de littérature ésotérique et occulte jamais rassemblée sous une seule autorité. Son ampleur exacte reste disputée, mais les estimations suggèrent qu'elle contenait des dizaines de milliers de volumes, peut-être jusqu'à 40 000 livres et manuscrits, couvrant la sorcellerie, l'astrologie, l'alchimie, les sociétés secrètes, les religions païennes et les traditions mystiques du monde entier. L'appareil organisationnel derrière cette collection était formidable. En 1935, Himmler cofonda l'Ahnenerbe, l'héritage des ancêtres.
officiellement connue sous le nom de Société de recherche et d'enseignement sur l'héritage ancestral. Officiellement une institution savante, l'Ahnenerbe recevait des financements substantiels et employait des dizaines d'universitaires, d'archéologues et de chercheurs. Sa mission déclarée était d'étudier les réalisations culturelles et intellectuelles des supposés ancêtres aryens du peuple allemand. En pratique, cela signifiait des expéditions au Tibet, des fouilles sur des sites préhistoriques, des études linguistiques sur les runes anciennes et une quête incessante de preuves que la civilisation germanique était la véritable source de tous les progrès humains. L'Ahnenerbe n'était pas seulement un organe de recherche, c'était un instrument de légitimation idéologique. Chaque découverte, chaque traduction, chaque article savant produit sous sa bannière servait à renforcer la mythologie raciale au cœur de l'idéologie nazie. Et au centre de cette entreprise se trouvait la bibliothèque, un dépôt de savoir interdit que Himmler croyait capable de déverrouiller les secrets du passé et d'assurer l'avenir spirituel de son empire aryen imaginaire. La collection s'agrandit par de multiples canaux. Certains livres étaient achetés par le biais de réseaux antiquaires légitimes. D'autres étaient saisis dans des bibliothèques, des universités et des collections privées à travers l'Europe occupée. Lorsque les forces allemandes envahirent l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne et au-delà, des unités spéciales suivirent avec des listes d'institutions à cibler et de matériel à confisquer. Les loges maçonniques étaient des cibles particulières, tout comme les bibliothèques juives et les archives d'organisations jugées hostiles au Reich. Les agents de Himmler saccagèrent les bibliothèques de monastères, confisquèrent les collections privées de savants qui avaient fui ou été arrêtés et pillèrent systématiquement les institutions culturelles de la Norvège à la Grèce. L'étendue de ce qu'ils recherchaient était remarquablement large. Aux côtés des textes occultes standards, grimoires, traités de démonologie, histoire de la sorcellerie, les collectionneurs rassemblèrent des ouvrages sur la religion comparée, le folklore, la mythologie et l'anthropologie. Ils acquéraient des manuscrits médiévaux, des textes alchimiques de la Renaissance et des travaux contemporains sur la parapsychologie. Ils montraient un intérêt particulier pour tout ce qui concernait les runes, les sagas nordiques anciennes et les supposées pratiques spirituelles des peuples germaniques pré-chrétiens. Mais le filet était jeté encore plus loin. Il y avait des livres sur le yoga et le mysticisme oriental, sur la théosophie et le rosicrucianisme, sur l'astrologie et la divination, sur les cathars et les templiers. Une grande partie de ce matériel fut acheminée vers le château de Wewelsburg, une forteresse renaissance de Westphalie que Himmler transforma en quartier général spirituel de la SS. Là, dans un complexe conçu pour évoquer les légendes de Camelot et de la Table ronde, Himmler prévoyait d'abriter les reliques les plus sacrées et les textes les plus puissants de son ordre. Le château subit d'importantes rénovations sous sa direction, avec des plans pour une grande salle, une crypte et une bibliothèque qui serviraient de centre nerveux intellectuel de son entreprise occulte. La construction se poursuivit même lorsque la guerre tourna contre l'Allemagne, consommant des ressources qui auraient pu être utilisées sur le champ de bataille. La bibliothèque de Wewelsburg n'était qu'une partie de la collection plus vaste. Des livres et des documents étaient dispersés dans de multiples sites. Centres de recherche, bâtiments administratifs de la SS, universités coopérant avec l'Ahnenerbe. Certains matériaux étaient conservés à Berlin, d'autres dans des centres régionaux à travers le Reich. Cette dispersion complique les efforts pour retracer ce qui est arrivé à la collection, car différentes parties suivirent des chemins différents à l'approche de la fin de la guerre. À quoi servaient réellement ces livres? La question est plus difficile à répondre qu'il n'y paraît. L'intérêt de Himmler pour l'occulte était authentique, mais c'était aussi, à sa manière, un homme pratique, un technocrate du génocide qui tenait des registres détaillés et exigeait des résultats. L'Ahnenerbe produisit des rames de recherche, pour la plupart du pseudo-savoir académique. Des équipes furent envoyées chercher des preuves que les runes des anciens nordiques étaient l'alphabet originel de l'humanité, que les fermiers allemands pratiquaient des formes survivantes de la religion aryenne, que le Saint Graal pouvait se trouver dans les Pyrénées. La plupart de ces recherches n'aboutirent à rien, mais elles consommèrent des ressources considérables et employèrent une petite armée d'universitaires prêts à plier leur travail aux exigences idéologiques.
Certaines recherches eurent des dessins plus sombres. Lahnenerbe finit par absorber l'Institut für Wehrwissenschaftliche Zweckforschung, Institut pour la recherche scientifique à des fins militaires, qui mena d'horribles expériences médicales sur des prisonniers des camps de concentration. La même organisation qui sponsorisait des expéditions pour mesurer des crânes au Tibet autorisa aussi des expériences sur l'hypothermie, l'exposition en haute altitude et les maladies infectieuses, utilisant des sujets humains qui n'avaient pas le choix. Ce chevauchement institutionnel reflète la nature foncièrement corrompue de l'entreprise. Une érudition au service de l'idéologie, une curiosité transformée en arme. Une question persiste. Que croyait Himmler personnellement, par opposition à ce qu'il promouvait pour des raisons pratiques? Certains historiens soutiennent que son occultisme était essentiellement stratégique, un moyen de distinguer la SS du reste de l'appareil nazi, créant un mystique qui renforçait le recrutement et la loyauté. D'autres affirment qu'il était un vrai croyant, convaincu que la sagesse ancienne pouvait fournir un pouvoir spirituel pour compléter la force matérielle du régime. Les preuves suggèrent un mélange des deux. Himmler était assez superstitieux pour consulter des astrologues et prendre des décisions basées sur leurs conseils, mais assez calculateur pour utiliser les attributs occultes comme outil organisationnel. La bibliothèque servait les deux desseins, une ressource pour la recherche et un symbole de la prétention de la SS à représenter quelque chose de plus qu'un simple pouvoir politique. À mesure que la guerre progressait et que la fortune de l'Allemagne s'inversait, la question de savoir quoi faire de cette vaste collection devint de plus en plus urgente. En 1944, les bombardements alliés avaient dévasté les villes allemandes et l'avancée des forces soviétiques à l'Est représentait une menace existentielle pour tout ce que le régime avait construit. Les biens culturels et intellectuels à travers l'Allemagne étaient évacués vers des lieux plus sûrs, mines, grottes, châteaux et dépôts ruraux où ils pourraient survivre à la destruction à venir. La bibliothèque occulte ne fit pas exception. Des archives indiquent que des portions de la collection furent déplacées à plusieurs reprises pendant les dernières années de la guerre. Certains matériaux furent envoyés dans des mines de sel en Autriche, rejoignant les trésors artistiques et les réserves d'or cachées dans les mêmes chambres souterraines. D'autres furent transportés vers des châteaux et des monastères dans des zones plus reculées ou vers des installations sécurisées dans des régions pas encore menacées. Le chaos de ces derniers mois rend difficile d'établir un tableau complet de l'itinéraire de chaque élément. À Wewelsburg même, la situation fut particulièrement chaotique. Alors que les forces américaines approchaient début 1945, le personnel SS reçut l'ordre de détruire l'installation. Ils mirent le feu et firent exploser des charges pour empêcher que le château ne tombe intact entre les mains des Alliés. Une grande partie du bâtiment fut endommagée, bien que pas entièrement détruite. Des civils et des pillards récupérèrent ce qu'ils purent dans la confusion. Le sort des documents de la bibliothèque qui y étaient stockés n'est pas entièrement clair. Certains furent certainement détruits. D'autres purent être évacués avant ou sauvés des ruines après. Himmler lui-même fut capturé par les forces britanniques en mai 1945 alors qu'il tentait de fuir déguisé. Il se suicida en mordant une capsule de cyanure avant de pouvoir être interrogé en profondeur, emportant avec lui tout ce qu'il savait de la disposition finale de la bibliothèque. Ses subordonnés s'éparpillèrent, certains capturés, d'autres s'échappant, d'autres morts. La structure organisationnelle qui avait géré la collection s'effondra avec le régime qu'elle servait. Dans la période immédiate d'après-guerre, les Alliés menèrent des efforts systématiques pour localiser et sécuriser les biens culturels pillés par les nazis. Des unités spécialisées, connues sous le nom de Monuments Men, cataloguèrent et récupérèrent des millions d'objets depuis leur cachette. Les trésors artistiques furent rendus à leur pays d'origine. Les bibliothèques furent reconstituées. Les archives furent reconstituées. Ces efforts furent héroïques, mais nécessairement incomplets. L'ampleur du pillage nazi avait été immense, et le chaos de la fin de la guerre fit que de nombreux objets ne furent jamais récupérés, correctement documentés ou rendus à leurs propriétaires légitimes. La bibliothèque occulte posait des défis particuliers. Contrairement à des tableaux célèbres ou à des manuscrits manifestement précieux,
Beaucoup de ces livres n'étaient pas individuellement assez significatifs pour attirer l'attention. Un traité d'alchimie du XVIIe siècle ou un volume obscur de mythologie nordique ne se distinguerait pas parmi les millions de livres déplacés par la guerre. À moins que ces objets ne portent des marques d'identification claires, tampons, ex-libris, annotations, ils pourraient en passer inaperçus dans des collections institutionnelles ou privées sans que personne ne réalise leur origine. De plus, la nature politiquement sensible du matériau joua contre les efforts de récupération. Les Alliés se concentraient, de façon compréhensible, sur la documentation des crimes nazis, la localisation des criminels de guerre et l'obtention de renseignements militairement significatifs. Une bibliothèque occulte, aussi grande soit-elle, n'était pas une priorité. Certains matériaux furent saisis et examinés par les services de renseignement, intéressés par la compréhension de l'appareil idéologique du régime vaincu, mais un catalogage complet ne fut jamais entrepris. Les objets se dispersèrent dans divers canaux, absorbés par d'autres collections ou simplement perdus. Ceci nous amène à ce que nous savons réellement du sort de la bibliothèque, par opposition à ce qui demeure de la spéculation. Les faits vérifiés sont épars mais suggestifs. Premièrement, nous savons qu'une partie de la collection fut capturée par les forces soviétiques. Lorsque l'armée rouge envahit les installations de la SS en Allemagne et dans les territoires de l'Est, elle saisit d'énormes quantités de documents, de livres et d'artefacts. Beaucoup de ce matériel fut transporté en Union soviétique, où il disparut dans des archives d'État inaccessibles aux chercheurs occidentaux pendant des décennies. Les services de renseignement soviétiques s'intéressaient à l'occultisme nazi pour leurs propres raisons et conservèrent des matériaux susceptibles d'offrir des aperçus sur la psychologie de l'ennemi qu'ils avaient vaincu. Deuxièmement, nous savons que les agences de renseignement américaines et britanniques prirent possession de certains matériaux. Des procès-verbaux d'interrogatoire, des documents organisationnels et certains livres passèrent aux mains de l'Ouest et furent finalement archivés ou déclassifiés. Ces objets ont été étudiés par des chercheurs et ont contribué à notre compréhension de l'Ahnenerbe et de l'entreprise occulte plus large de Himmler. Cependant, ils représentent une petite fraction de ce que la bibliothèque contenait autrefois. Troisièmement, et plus significativement pour les recherches récentes, il y a la découverte en République tchèque. Le trésor trouvé à Prague en 2016 comprenait environ 13 000 volumes relatifs à l'occulte, à la sorcellerie et à des sujets connexes. Les recherches indiquèrent que ces livres avaient été rassemblés par les nazis, transportés vers ce qui était alors le protectorat de Bohême-Moravie, et finalement laissés sur place lorsque la guerre prit fin. Ils étaient restés dans les réserves de la bibliothèque pendant des décennies, leur signification non reconnue jusqu'à ce que des chercheurs remarquent les tampons et marques révélateurs. Cette découverte fut importante non seulement pour les matériaux qu'elle contenait, mais aussi pour ce qu'elle impliquait sur ce qui pourrait encore rester à découvrir. Si 13 000 livres pouvaient rester inaperçus dans une bibliothèque nationale pendant 70 ans, quoi d'autre pourrait être caché à la vue de tous ? La découverte tchèque représentait peut-être un tiers de la collection totale estimée, laissant des dizaines de milliers de volumes toujours non comptabilisés. Les théories sur ce qu'il est advenu du reste vont du plausible au fantastique. À l'extrémité conservatrice, de nombreux chercheurs pensent que la collection fut simplement dispersée et largement détruite. Certains brûlés par la SS dans les derniers jours, d'autres perdus dans les bombardements alliés, d'autres absorbés dans d'autres collections où ils attendent d'être reconnus, d'autres détériorés au-delà de toute récupération dans des stockages inadaptés. Cette théorie a le mérite de la simplicité et correspond à ce que nous savons du sort de nombreuses collections de l'ère nazie. Le chaos de 1945 ne favorisait pas la préservation. Une possibilité plus intrigante est que des portions substantielles restent dans les archives russes, toujours classifiées ou non cataloguées après toutes ces années. L'approche soviétique des matériaux allemands capturés était notoirement opaque. Des trains entiers de livres et de documents furent expédiés vers l'Est et traités par des agences qui laissèrent des archives incomplètes. Certains matériaux refirent surface des décennies plus tard, rendus à l'Allemagne dans le cadre d'accords diplomatiques ou découverts par des chercheurs ayant accès à des collections auparavant fermées. D'autres restent inaccessibles, leur contenu inconnu des chercheurs extérieurs.
La bibliothèque occulte pourrait bien inclure des objets passés aux mains soviétiques et jamais réapparus. Il existe aussi des rumeurs persistantes sur des collectionneurs privés et des réseaux souterrains. Le marché noir d'après-guerre des souvenirs nazis était substantiel, et les objets à connexion occulte tenaient un attrait particulier pour certains acheteurs. Il n'est pas invraisemblable que des livres de la bibliothèque de Himmler soient entrés en possession privée par divers canaux, vol par des individus ayant eu accès pendant le chaos de la fin de la guerre, vente par ceux qui reconnaissaient leur valeur, acquisition discrète par des collectionneurs qui posaient peu de questions sur la provenance. De tels objets seraient difficiles à retracer et apparaîtraient rarement sur le marché ouvert. Des théories plus spéculatives s'aventurent sur un terrain qui doit être abordé avec une grande prudence. Certains récits suggèrent que les matériaux les plus précieux ou les plus sensibles furent délibérément cachés par des membres de la SS qui avaient l'intention de les récupérer après la guerre, peut-être dans le cadre de plans pour une résurgence nazie ou un réseau souterrain. Cette hypothèse s'appuie sur des preuves que certains responsables nazis planifièrent effectivement une survie après la défaite, établissant des filières d'évasion, ratelines, et cachant des actifs pour une utilisation future. Si la bibliothèque occulte figurait dans de tels plans, cela est inconnu et probablement impossible à savoir. Cela fait un récit captivant, mais manque de preuves documentaires. Il existe aussi des histoires sur des objets spécifiques d'une importance particulière. Des manuscrits contenant soi-disant des instructions rituelles, des textes censés détenir un pouvoir spécial, des artefacts d'une importance mystique allégués. Ces récits mêlent souvent l'histoire documentée à la légende et parfois à l'invention pure. La ligne entre ce que Himmler croyait et recherchait réellement et ce qui lui a été attribué plus tard par des écrivains cherchant à enjoliver l'histoire n'est pas toujours facile à tracer. Les affirmations sensationnelles doivent être traitées avec scepticisme, même lorsqu'elles sont divertissantes. Ce qui peut être dit avec confiance, c'est que la recherche continue. Des chercheurs en Allemagne, en Norvège, en République tchèque et ailleurs ont entrepris des efforts systématiques pour identifier et cataloguer les matériaux pouvant provenir de la bibliothèque. La découverte norvégienne, en 2014, qui précéda la découverte tchèque plus importante, récupéra des centaines de livres confisqués à des loges et bibliothèques norvégiennes pendant l'occupation. Ces objets portaient les tampons des bibliothèques SS et purent être retracés jusqu'à l'appareil de pillage qui alimentait la collection de Himmler. Des découvertes similaires pourraient encore survenir dans d'autres pays dont les institutions culturelles furent pillées. Les défis méthodologiques sont substantiels. Retracer la provenance d'un livre sur 8 décennies à travers plusieurs pays et diverses collections institutionnelles nécessite un travail de détective minutieux et souvent peu concluant. Tous les livres occultes portant un tampon à croix gammée ne venaient pas de la collection personnelle de Himmler. Les nazis exploitaient de nombreuses bibliothèques et installations de recherche traitant de matériel similaire. Distinguer les objets faisant partie de la collection centrale de ceux appartenant à des organisations subsidiaires ou non liées nécessite une expertise de l'histoire institutionnelle et l'accès à des archives fragmentaires. La technologie numérique a aidé ces efforts. Des bases de données de tampons de livres de l'ère nazie, des catalogues de matériaux pillés connus et la coopération internationale entre bibliothèques ont facilité l'identification d'objets suspects et leur connexion à leurs origines. L'étude systématique de la provenance est devenue une spécialité reconnue dans les sciences de l'information, motivée en partie par l'impératif moral de corriger les injustices historiques et en partie par l'intérêt savant pour l'histoire culturelle de la guerre. Certains matériaux récupérés ont été rendus à leurs propriétaires d'origine ou à leurs descendants. Des livres volés à des collectionneurs juifs, à des loges maçonniques et à d'autres groupes ciblés ont retrouvé leur chemin après des décennies de déplacement. Ces restitutions sont symboliquement importantes, représentant une petite mesure de justice pour le vol culturel massif qui accompagna les crimes plus vastes du régime nazi. La bibliothèque occulte, dans la mesure où elle consistait en matériaux pillés, reste une question d'actualité dans ce processus continu de comptabilisation et de restitution. Pour les historiens, le contenu de la bibliothèque, quelle que soit la portion qui peut être récupérée, offre une fenêtre sur un étrange recoin de l'idéologie nazie.
Les livres eux-mêmes sont secondaires. Ce qui compte, c'est ce qu'ils révèlent de la mentalité de ceux qui les ont collectés et utilisés. Les notes marginales de Himmler dans certains volumes, les registres organisationnels de l'Ahnenerbe, la correspondance sur les acquisitions et les projets de recherche, ces matériaux éclairent l'intersection du pouvoir, de la croyance et de la violence qui caractérise la SS sous son commandement. Il y a un risque, en étudiant ce sujet, de lui accorder plus d'importance qu'il ne le mérite. Les attributs occultes de la SS étaient réels, mais ils ne doivent pas occulter la nature fondamentalement moderne et bureaucratique des crimes commis par l'organisation. La Shoah ne fut pas le produit de croyances mystiques. Ce fut un meurtre industriel planifié et exécuté avec une efficacité administrative. L'intérêt de Himmler pour les runes et les rituels anciens n'a pas causé les chambres à gaz d'Auschwitz. Se concentrer trop sur les dimensions ésotériques de l'idéologie nazie, c'est risquer de manquer la vérité plus prosaïque et plus glaçante. Des méthodes organisationnelles ordinaires et une complicité généralisée ont rendu le génocide possible. Pourtant, la bibliothèque a de l'importance. Elle importe comme sujet d'enquête historique, révélant des aspects de la façon dont la direction nazie se comprenait elle-même et sa mission. Elle importe comme étude de cas sur le pillage culturel, illustrant le vol systématique qui accompagnait la conquête territoriale, et elle importe comme mystère non résolu, un rappel que le bilan complet de la Seconde Guerre mondiale reste incomplet, même 8 décennies plus tard. Où est la bibliothèque maintenant ? La réponse honnête est que personne ne le sait, pas complètement. Des portions ont été récupérées à Prague et en Norvège. D'autres portions se trouvent presque certainement dans les archives russes. Certains objets ont indubitablement été perdus à jamais, brûlés, détériorés ou détruits au-delà de toute reconnaissance. D'autres peuvent se trouver dans des rayonnages de bibliothèques et des collections privées à travers le monde, leurs origines oubliées ou dissimulées. Les 40 000 volumes que Himmler aurait amassés sont dispersés à travers les continents et les décennies, un vestige diffus d'un mal concentré. La possibilité de découverte future reste réelle. Les bibliothèques en Allemagne et à travers l'Europe continuent d'examiner leurs fonds à la recherche de matériaux de provenance incertaine. Des collectionneurs privés se manifestent occasionnellement avec des objets acquis dans des circonstances douteuses. Des chercheurs d'archives en Russie et ailleurs obtiennent l'accès à des collections auparavant fermées. Chaque développement de ce type ajoute une petite pièce à un puzzle qui ne sera peut-être jamais complet. Que signifierait trouver le reste ? Les livres eux-mêmes ne sont, pour la plupart, pas particulièrement précieux. Beaucoup sont des textes disponibles dans d'autres exemplaires, des travaux de pseudo-savoir qui présentent peu d'intérêt intrinsèque. Leur signification réside dans leur contexte en tant qu'artefact d'un moment historique particulier, preuve d'un ensemble particulier de croyances, relique d'une idéologie qui a apporté une destruction à l'échelle continentale. Les récupérer, ce serait mieux comprendre le monde qui les a produits et compléter dans une petite mesure le travail de documentation de ce qui a été perdu. Le mystère de la bibliothèque occulte de Himmler est, en fin de compte, un mystère sur le passé lui-même, sur ce que nous pouvons savoir, ce qui reste caché et pourquoi il importe de continuer à chercher. Les livres furent rassemblés par des hommes qui croyaient construire un Reich de 1000 ans, déverrouiller les secrets de leurs ancêtres et forger un nouvel ordre spirituel. À la place, ils créèrent un héritage de questions. Des questions que les chercheurs tentent encore de répondre dans des archives, des réserves de bibliothèques et parfois dans les endroits les plus inattendus. Quelque part, peut-être dans un dépôt oublié ou une collection non cataloguée, il pourrait y avoir des volumes portant les tampons de la SS, attendant d'être reconnus. La recherche continue, non parce que les livres eux-mêmes détiennent un quelconque pouvoir, mais parce que la vérité sur le passé vaut toujours la peine d'être poursuivie, même lorsqu'elle mène dans les ténèbres.